Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition et nouvelle saison du débrief. Parmi les multiples rentrées que connaît le Royaume, à l'instar des autres pays, il y a la rentrée agricole. Le Royaume se prépare à recevoir et vivre une autre saison agricole, mais ça fait aujourd'hui plusieurs années que les campagnes agricoles sont soumises à divers aléas, dont le principal reste le réchauffement climatique et la raréfaction des ressources hydriques. Mais avant de nous atteler à la saison qui vient, nous parlerons au préalable de celle qui s'achève, de ses résultats, de ses difficultés et de ses acquis. Ensuite, avec nos invités, nous essaierons d'analyser comment pourrait se présenter l'année qui s'ouvre et le train de mesures prises ou à prendre. Avec nous pour parler de ces sujets et de la problématique de l'agriculture au Maroc, nous avons un large éventail d'invités. Redouane Arrache, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts. Tout un programme. Merci d'être avec nous encore une fois. Rachid Ben Ali, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural, plus connue sous l'acronyme COMADER. Merci d'être avec nous. Merci. Merci. Mustafa Chahar, bonsoir et aussi merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes responsable domaine vert du Crédit agricole du Maroc. Merci pour votre invitation. Merci à vous trois pour avoir accepté d'être avec nous ce soir. Alors, selon la Banque mondiale, qui s'est penchée à plus d'une reprise sur l'état de l'agriculture au Maroc, ce secteur est frappé par les impacts du changement climatique et les agriculteurs en sont tout naturellement affectés. La sécheresse est devenue quasi structurelle et les agriculteurs doivent faire preuve de résilience, d'adaptabilité et de créativité. Alors une question générique et groupée pour vous trois, je commence par vous, c'est Redouane Arrache. Dans quel état se trouve le secteur agricole du Maroc selon votre point de vue du ministère de l'Agriculture? Merci Sébousta. Ce n'est pas un secret pour personne. Aujourd'hui, le secteur agricole il est durement touché par la succession des années de sécheresse. Nous vivons notre 6e année de sécheresse consécutive. En termes de régime pluviométrique, vous savez qu'on se positionne pour les 5 dernières campagnes dans les 10 dernières années sur une échelle de 35 ou 40 ans. Donc, c'est des quantités de pluie très très faibles. Un niveau de réserve de barrage aussi très faible. Nous abordons aussi la campagne avec un niveau de réserve très très bas, moins de 4 milliards de mètres cubes. Donc toute la compétition entre l'eau potable et l'irrigation, tout ça, ça complique la situation du secteur agricole. Bon, ça c'est, comme j'ai dit, ce n'est un secret pour personne. Le secteur agricole subit cette conjoncture difficile, mais les récentes pluies que nous avons vues récemment dans l'oriental, à Ouarzazate, à Zilal, nourrissent l'espoir d'une campagne humide, Inch'Allah. Ceci dit, l'activité agricole se maintient, les agriculteurs continuent leurs activités, et ceci vraiment grâce aux fondamentaux qui ont été posés grâce à la stratégie Plan Maroc Vert, qui a beaucoup investi dans la résilience et plus particulièrement l'adaptation au changement climatique, qui est une des axes de la stratégie PMV et Génération Green, qui montre aussi combien le secteur est résilient malgré cette succession des années. Vous allez rentrer tout à l'heure dans le détail de justement ce qui a été fait par les pouvoirs publics sur le plan Maroc Vert. Bien entendu, c'est un plan qui est largement positif, mais qui a aussi des failles et des lacunes. Nous parlerons de tout ça. Et puis sur la Génération Green, vous allez nous dire aussi de comment ça se passe. Alors, j'ai compris que l'État attend, que le Maroc attend la pluie, attend une saison agricole humide et que la plus grande partie du secteur agricole, si je pense sous votre contrôle, c'est Ben Ali, c'est privé. Et donc, comment est le secteur agricole sous l'angle du privé, des grandes et des petites exploitations? Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation. Marhaba. Si notre Arrache, monsieur le secrétaire général, a commencé par la situation de l'agriculture, moi je parlerai plutôt de l'agriculteur. C'est autre chose. C'est un autre volet, si on veut dire. L'agriculteur a subi 6 ans de sécheresse. 6 ans de changement climatique, pas uniquement la sécheresse, parce qu'on a eu des chaleurs, on a eu des passages de grêle qui ont fait beaucoup de dégâts aussi, on a eu ces changements quand même qui ont touché énormément l'agriculteur sur le plan travail et en même temps sur ses finances. C'est quand même 6 années de perte de son capital, de perte de recettes. Pendant 6 ans, donc il se retrouve dans une situation quand même très difficile financièrement, moralement aussi. Donc il est assez touché. Si on parle de moralement, on peut parler aussi des effets de la presse, surtout des réseaux sociaux, surtout de l'opinion publique. On commence à parler de l'agriculture, n'importe qui dit n'importe quoi. Et c'est ça ce qui fait mal, parce qu'on est déjà dans une situation très mal. Et comme ça, on commence à avoir même des retombées, des fois
C'est tout à fait normal. Quand on produit des choses où on a l'habitude de produire 10, on produit 1 ou 2. Donc, automatiquement, les charges ne sont plus les mêmes. Donc, les prix flambent. Et à ce moment-là, on est attaqué par tout le monde. On vise même pas, on ne sait même pas qui est-ce que vraiment l'agriculteur gagne d'argent. Dans quelle situation il se trouve. Malheureusement, il est attaqué. On a cette pression de l'opinion publique sur les prix. On parle toujours de le prix de l'huile qui a augmenté de 20%, de 10%. Quand on parle de l'huile qui a augmenté de 20%, par exemple, qu'est-ce que ça représente sur le consommateur? Mais il faut voir qu'est-ce que ça représente chez l'agriculteur. Qu'est-ce que son manque à gagner? Et là, on s'adresse, c'est quand même, nous sommes quelques millions. C'est pas négligeable. On emploie pratiquement 4 millions de personnes. Alors, on va rentrer dans le détail si vous voulez bien, Rachid Benali, mais comme vous y allez fort dès le départ, je vais vous répondre. Vous êtes dans un média, on ne dit pas ce qu'on veut, on vous laisse dire les choses. Mais pour continuer de vous répondre, quand on dit des choses qui sont fausses, effectivement, vous avez parlé de l'huile, vous avez parlé d'autres choses, il y a une communication aussi à avoir de votre part, surtout la Comadère et le ministère de l'Agriculture. Il y a de la communication, mais bon, par les temps qui courent, il vaut mieux en avoir encore plus. Alors, vous avez parlé du côté financier, du côté moral de l'agriculteur. Forcément, je vous avais dit, ça va ensemble. Quand les finances vont mal, le moral aussi est atteint. Si Mustafa Chahar, quand on parle de financement, on parle à vous. Comment ça se passe après 6 ans de sécheresse? Endettement, investissement. Merci beaucoup d'abord pour l'invitation. Je pense qu'aujourd'hui, les clients agriculteurs, c'est vrai, enregistrent des retards de remboursement et enregistrent même un surendettement et rencontrent des difficultés, mais c'est le résultat d'un cumul qui a commencé par le Covid, les 6 années de sécheresse, le niveau bas des barrages, et les barrages jouaient un rôle de filet social et j'allais dire, de sécurité pour l'agriculteur marocain, notamment en périmètre irrigué. Il y a les températures qui sont anormales et qui perturbent la dormance des plantations, des vignes, etc. Il y a l'inflation importée, il ne faut pas l'oublier, des coûts des intrants en 2021-2022, malgré les efforts du gouvernement. Et il y a surtout ce stress hydrique qui devient structurel, permanent, et qui impacte vraiment toutes les filières. Alors ça se sent au niveau, bien sûr, de la trésorerie des agriculteurs, de leur capacité de remboursement, mais le Crédit Agricole joue son rôle de mission de service public. Il est là aux côtés des agriculteurs pendant leurs difficultés, il déploie... Vous rééchelonnez Oui, il déploie tout un dispositif. Il n'y a pas que les solutions cas par cas. Je préfère parler de traitement des situations cas par cas pour vraiment adapter les solutions aux vraies capacités de remboursement de chaque exploitant. Mais surtout, on a un dispositif où on continue à traiter toutes les demandes, et il y en a d'investissement, de fonctionnement normal des exploitations, mais nous réorientons nos financements vers les cultures printanières de compensation, vers l'élevage, parce que c'est le plus touché par la sécheresse, vers aussi tout ce qui est le RELS, parce qu'il ne faut pas oublier que les arbres souffrent pendant la sécheresse et les futures productions sont impactées si on les entretient pas, etc. Donc on continue à donner ces crédits aux agriculteurs pour qu'ils puissent sauver ce qui est sauvable, en tout cas par rapport à cette année de sécheresse. On accompagne les agriculteurs dans la mise en place des solutions de recherche d'eau, creusement de puits, etc., l'extension, toutes les solutions d'économie d'eau, l'osmose, dans les zones où il y a possibilité de minéraliser de l'eau salée, etc., etc. Nous continuons à accompagner l'agriculture performante exportatrice pour que nos acteurs continuent à respecter leurs contrats et que les agriculteurs marocains restent compétitifs et gardent leur marché qu'on a bâti, etc. Vous maintenez votre concours à des agriculteurs, même si c'est au cas par cas. Ce qui est intéressant, le cas par cas, parce qu'il y a les questions de région, il y a les questions de surface, etc. Donc vous continuez à accompagner des gens, même s'ils n'ont pas pu rembourser pour les raisons qu'on sait, s'ils ont envie d'investir pour trouver de l'eau. Vous continuez d'investir. Tout à fait. Très bien. Très bien. Alors on va revenir dans le détail. J'ai beaucoup de questions, donc on va aller un peu vite dans la rage. Alors, j'ai vu des rapports, c'est des dizaines, des centaines de pages sur chaque campagne agricole. Mais je vais vous demander un exercice, mais vraiment en 2 minutes, de nous synthétiser un peu la campagne passée par catégorie ou par filière. Comment on a fini cette année au niveau de la campagne céréalière? C'était pas terrible. Oui. Alors, pour la campagne, ce que je peux dire qu'il y a un effort qui est fait de la part des agriculteurs et de la part de l'État. L'effort, il est énorme. Mais, comme je l'ai dit au début, il y a une contrainte majeure qui est la rareté de l'eau, la pénurie d'eau.
que ce soit dans les périmètres irrigués ou en termes de pluie. Donc nous avons observé, sachant que essentiellement l'essentiel de la production céréalière vient des zones bourgs, donc quand il y a une sécheresse, c'est normal, il y a une baisse importante de la production, on est autour de 30 millions de quintaux, c'est une des années les plus faibles. Mais il y a également les périmètres irrigués, et pour faire un bilan objectif, il faut voir aussi leur situation. Parce qu'aujourd'hui, si je peux faire une catégorisation des périmètres irrigués, j'ai pratiquement 6% sur les 700 000 hectares, grosso modo, qui sont dans les périmètres irrigués, où j'ai une irrigation normale. Mais pratiquement 40% de la superficie, je prends Tadla, le Haouz, le Dukala, on est à l'arrêt, pratiquement. Il n'y a pas de lâcher d'eau. Donc, quel bilan peut-on faire Lâcher d'eau, ça veut dire quand on ouvre les vannes. Exactement. Donc, il n'y a pas de lâcher, zéro. Donc, c'est rouge, comme on le met dans les cartes. Et entre les deux, il y a d'autres périmètres où il y a des restrictions sévères. Même dans le Gharb, où il y a le grand barrage de l'Ouahda, etc., il y a des restrictions sévères. Donc ces restrictions sévères sont dictées par la conjoncture, globalement, mais l'agriculture a besoin de l'eau. Donc, dans cette situation, quel bilan auquel on peut s'attendre du secteur agricole? La même chose pour l'arboriculture fruitière, là où l'agriculture est irriguée, on doit s'attendre nécessairement, lorsque les restrictions sont sévères, à des baisses de rendement et donc des baisses de la production. Par contre, prenons la situation dans le Tadla et dans le Haouz, où pratiquement il n'y a pas de lâcher d'eau, pratiquement, les arbres meurent. Donc il y a une situation qui est critique pour ces périmètres. Donc, aussi, l'absence de pluie ou le retard de pluie, le dérèglement aussi des régimes pluviométriques fait que les parcours sont dans un état qui est aussi pour la campagne 2023 et 2022 qui est difficile, donc c'est dégradé. C'est normal que la productivité aussi des cheptels baisse, les effectifs aussi baissent parce qu'il y a un cumul d'années. Le cheptel se raisonne sur 3 campagnes, 4 campagnes, mais lorsqu'il y a une sécheresse persistante, c'est ça qui fait que la campagne, globalement, il y a un effort, il y a de la production. L'essentiel, qu'on trouve les produits sur le marché, il y a de la pomme de terre, la tomate, tous les produits nécessaires pour le consommateur marocain, pour la souveraineté alimentaire. Donc, en termes d'approvisionnement et de disponibilité alimentaire, on ne voit aucun problème. Donc, les choses sont bien gérées. Mais chez l'agriculteur lui-même, l'effort, il est triple, il est double, il est triple pour assurer cette disponibilité et produire et mettre sur le marché ces produits. Je vois que vous parlez tous les deux de l'agriculteur. Alors quand on entend ces phrases aussi, ces mots aussi terribles, restrictions, pas de lâcher d'eau, Tadla ou le Haouz, à l'arrêt, Dukala aussi, vous avez dit. Alors, je voudrais revenir avec vous sur quelque chose qui a été dit récemment dans la presse, Rachid Ben Ali Ahmed Al-Halimi, que nous connaissons tous, donc le commissaire au plan, affirmait dans un récent entretien que si la capacité de captation et de stockage d'eau qui a été entamée dans les années 70 a été maintenue, c'est-à-dire la politique des barrages, ce qui devait être fait ailleurs, c'est-à-dire les autres évolutions n'ont pas été faites. Quelles sont les autres évolutions? Tout ce qui est évolution de la manière de produire, tout ce qui est technique et compétences nouvelles, innovation, j'ai mis ça pour m'en rappeler, méthode culturelle d'économie d'eau, etc. La situation est la suivante. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pluie. On espère que cette année, il y aura une bonne pluviométrie. Mais bon, il faudra quand même revenir sur les années passées. Comment l'agriculteur s'adapte, que ce soit le petit ou le grand? Déjà, si on revient sur la déclaration de Halimi, que je respecte énormément, mais je pense qu'il y a des choses qu'il a oubliées. Désolé. Parce que vraiment le gros du problème, c'est les stations de dessalement qu'il fallait faire il y a 10 ans, qui n'ont pas été faites. Et si aujourd'hui, Tadla est à l'arrêt, et ce qui est très grave, c'est Tadla, Dukala, Chaouia qui sont à l'arrêt, il n'y a plus rien. C'est à cause de Casablanca. Casablanca, c'est une consommation de 300 millions de mètres cubes. Avec le problème qu'on a eu, il n'y a pas d'apport pendant 5 ans. C'est 1,5 milliard qu'on a perdu. C'est automatiquement, les barrages sont à sec. Et qui paie les pots cassés, ce sont les agriculteurs qui payent. Alors que c'est une erreur monumentale au niveau du dessalement. Il fallait prévoir ça il y a 10 ans. Il fallait prévoir les vraies stations. On sait que le Maroc est en situation catastrophique au niveau de l'environnement. On le sait tous qu'il y a un problème. On savait qu'il y aura un problème. À ce moment-là, il fallait lancer les stations il y a 10 ans. On aurait épargné ces 300 millions par an. On aurait épargné 1,5 milliard. Maintenant,
sauver les arbres, comme vient de me dire M. le secrétaire général, c'est quand on arrache, maintenant, il faut attendre 7 ans pour les replanter. Alors, on avait réglé ce problème, il fallait régler avant. Maintenant, ce qui a été fait, il ne faut pas qu'on oublie quand même, et on ne doit pas avoir la mémoire courte, c'est qu'on, pendant le plan Maroc vert, on est passé de 150 000 hectares irrigués en goutte à goutte à 820 000 hectares irrigués en goutte à goutte. Les 700 000, si on n'avait pas de goutte à goutte, il n'y aura rien du tout. Aujourd'hui, on ne trouvera ni oignons, ni pommes de terre, ni rien. S'il y avait ce qui n'a pas été fait. La recherche a bien fonctionné. Les productions d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec les productions d'antan. L'hectare aujourd'hui de l'olive, quand il y avait de l'eau, si on n'a pas d'eau, on ne peut rien faire. C'est une plante, elle respire, elle vit comme un être humain. Elle est obligée d'avoir de l'eau. Si on n'a pas d'eau, on n'a rien. Qu'on soit clair, ça c'est le départ. Maintenant, déjà, quand on a l'eau, on est en train de l'économiser au maximum. On l'économise avec le goutte à goutte, on l'économise avec des nouvelles plantations qui sont moins, qui consomment moins. Maintenant, on peut toujours se cacher dans des plantes, des produits qui consomment beaucoup en disant ça, c'est vrai. C'est pour ça que je vous dis tout à l'heure l'opinion publique, les réseaux sociaux et tout, parce qu'on parle toujours de l'agriculture qui consomme 80% d'eau. C'est tout à fait normal. C'est-à-dire, quand on parle... En Espagne, je crois que c'est en 70. On parle même, c'est-à-dire, on n'est pas nous. Nous, agriculteurs, on n'est pas responsables d'un kilo de tomates. S'il doit consommer 150 litres pour produire un kilo de tomates, c'est parce que la nature a voulu faire ça. C'est la nature qui a donné c'est pas l'être humain qui est responsable. La tomate, il y a de l'eau. On va avoir un débat, vous et moi, Rachid Belali. L'opinion publique, elle dit des choses, les médias disent des choses, mais en même temps, avoir des cultures hydrophages, le lait, les avocats, etc. Je ne sais pas, c'est pas moi le technicien, c'est vous. Il y a aussi quelque part du gaspillage. Alors là, pour vous répondre, il n'y a pas. Déjà, on part au Maroc, quand on a un problème d'agriculture, on part de 6 millions, 7 millions d'hectares. Si vous parlez maintenant de certaines plantes qui consomment énormément et tout ça, maintenant c'est quoi? C'est 30 000 hectares. Il n'y en a pas. Même pas 30 000 hectares qui consomment réellement. Maintenant, il y a toujours cette solution de dire qu'effectivement, il y a ce genre de plantations qui consomment. Premièrement, la majorité de ces plantations se trouvent dans une zone où il n'y a pas de problème. C'est-à-dire la région de Locos, le nord de l'Gharb, c'est là où il y a vraiment ces plantations. En dehors à part la tomate qui se trouve dans la région d'Agadir. Mais si on revient, ce n'a pas été fait, si on avait la station dédiée à 100%, comme ce qui a été fait, cette station qui est dans le Sousse, elle était à la base dédiée à 100% pour l'agriculture. Si elle était dédiée à 100% de l'agriculture, on n'a jamais eu de problème. Malheureusement, comme les gens de l'ONEP n'ont pas fait leur travail, on les appelle maintenant ce qu'il faut dire, ce qu'on est, les stations n'ont pas été faites, ils étaient obligés de prendre 50% de l'utilisation de cette eau-là pour l'eau potable. S'il n'y avait pas ça, on n'aurait eu aucun problème. Maintenant, il ne faut pas oublier une chose très importante. Quand on parle, quand je vous dis, il y a des gens qui parlent toujours qu'on parle des céréales à la tomate. Moi, personnellement, je fais que de la céréale et de l'olivier, donc je n'ai pas de tomate et je peux me permettre de le dire. La tomate, aujourd'hui, emploie entre 6 à 7 personnes à l'hectare. La céréale emploie 0,1 à l'hectare. Si on n'avait pas ces hectares de tomates, ces 7 000 ou 5 000 hectares de tomates, si on n'avait pas autant de fruits rouges, qu'est-ce qu'on va faire avec nos millions d'ouvriers? Vous croyez qu'au niveau des céréales, on va les employer? Moi, je suis dans le céréal. On ne va pas les employer ni dans le céréal, ni dans les autres spéculations. C'est un équilibre aujourd'hui. C'est un équilibre entre des spéculations qui sont destinées à l'export, qui emploient beaucoup de monde, à très forte valeur ajoutée, qui nous ramènent des devises pour pouvoir payer autre chose. C'est ça, un équilibre qu'il ne faut pas toucher. Maintenant, ça, c'est des techniques qu'on peut... on ne peut pas se auto-proclamer aujourd'hui spécialiste de ça. Ça, par contre, on peut faire des études là-dessus. Ces études, on peut le faire, on peut analyser combien ça revient. Ça a été d'ailleurs fait par la Banque mondiale, qui a valorisé l'eau. Il y a l'IRES qui a fait aussi, il y a la Banque mondiale. On sait qu'aujourd'hui, on importe 10 fois plus d'eau qu'on exporte. Ça, c'est une étude qui a été faite. Ça, c'est pas quelque chose de... Alors ça, excusez-moi Rachid Belali, je vais vous couper parce que je voudrais aussi entendre le Crédit Agricole ce qu'il dit sur ça. Mais vous avez un argumentaire qui ressemble un peu à celui du gouvernement. C'est-à-dire, il n'y a pas d'eau, c'est le gouvernement d'avant où il n'y a pas d'eau, donc voilà, nous exportons plus que nous importons. Non, vous m'avez posé la question, ce qui s'est passé, ce qu'il a dit Halima, il a parlé d'avant et non pas de maintenant. Et le gros du problème avant, c'est les stations qui n'ont pas été réalisées, de 1.
Ce qui a été fait, C'est bien ce il que a vous dites, été c'est fait. l'argument du gouvernement qui était dans le précédent gouvernement. C'est une réalité, il faut l'admettre. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on a fait ce qu'il faut pour assurer l'eau potable pour notre population? Est-ce que ça a été fait? Non, ça n'a pas été fait. Alors c'est en train d'être fait C'est une maintenant. seule station qui a été faite et c'est une station qui était réellement, la grande station qui a été faite à Agadir, c'est pour l'irrigation dont une partie a été Alors, passée à l'eau potable. je voudrais simplement reprendre un argument que vous avez fait, que vous avez pris sur l'exportation. On exporte plus qu'on importe, ou plutôt on importe plus beaucoup d'eau plus qu'on qu'on exporte. exporte, Oui, mais on exporte de l'eau qu'on n'a pas qui sert à boire, et on importe de l'eau de contrées où il y a beaucoup de pluie. L'Ukraine par exemple, ou la Russie, c'est pas notre problème à la limite. À partir du moment où on assèche nos, je crois que oui. Alors, Rapidement parce qu'il y a le crédit agricole aussi. mais juste un petit commentaire par rapport à ça. C'est vrai, la pénurie d'eau a généré le débat sur la question de la consommation d'eau par l'agriculture. Ça, c'est une réalité. Moi, c'est la question de la balance qui me dérange un petit peu. D'accord. Maintenant, le débat public, il est intéressant. Je pense qu'il fait évoluer aussi la politique agricole, les choix, parce que c'est des choix sociétals, c'est important, mais il faut continuer raisonnement jusqu'au bout. Sibnali a parlé, c'est-à-dire il faut une analyse systématique et systémique de l'ensemble c'est-à-dire on doit voir toutes les facettes de la question. Non pas pointer du doigt, dire que cette culture consomme, il ne consomme pas. Certes, on doit maîtriser l'extension des cultures, surtout par les temps où le déficit hydrique est important, mais attention, il ne faut pas faire de mauvais choix qui ont des conséquences sur l'emploi, sur le revenu, sur la valeur ajoutée, sur la croissance, sur l'exportation, etc., qui sont essentiels pour la dynamique économique du secteur agricole. Ce qu'il faut faire, il faut trouver les bonnes solutions. Moi, je pense que le débat doit continuer, mais trouver les bonnes solutions, c'est ça ce qui est important. Et les bonnes solutions, il faut trouver de l'eau. Il faut mobiliser de l'eau. Et c'est ce qui est fait actuellement dans le cadre du programme du PNAIP. C'est-à-dire essayer de séparer la consommation d'eau dans les villes à travers le dessalement, surtout les villes côtières, etc., et réserver toute l'eau de surface dans les barrages pour l'agriculture. Et lorsque ces investissements seront terminés, ils sont en bonne voie actuellement, ça va résoudre significativement la question de consommation d'eau et de débat aussi sur les cultures. Très bien, c'est Moustapha Chahar. Donc il y a des problèmes, on en convient, il n'y a pas d'eau, il y a des choix à faire, il y a des arbitrages à faire. Vous, en tant qu'organisme financier donc du secteur agricole, est-ce que vous prenez tout ça en considération ou quand vous avez dit vous voyez au cas par cas, vous ne voyez pas les autres problèmes qu'il y a à côté? Quelqu'un qui viendra vous dire il va faire de la pastèque dans un endroit où il n'y a pas d'eau, est-ce que vous le financez quand même ou vous rentrez dans ces... C'est-à-dire comment le crédit agricole a évolué dans la conjoncture difficile hydrique que nous avons maintenant? Alors, je rappelle juste que le Crédit agricole du Maroc existe depuis 63 ans. On a été créé en 1961. Nous sommes aujourd'hui la 4e banque du Maroc, du paysage bancaire marocain. C'est un groupe aujourd'hui, c'est une banque classique avec plusieurs filiales qui touchent toutes les catégories de financement. L'objectif, c'est de répondre à l'ensemble des acteurs et à l'ensemble des besoins du marché, que ce soit de l'agriculture ou hors agriculture. Nous contribuons à 85% des crédits octroyés au secteur agricole et aux agriculteurs. Et l'encours des crédits à l'agriculture et à l'agro-industrie représente 50% de notre encours global. Donc nous sommes dedans à 100%. Ah, ça fait pas longtemps. C'est pour ça voilà, que vous êtes là, parce que vous financez ce secteur-là. Oui, voilà. Et nous avons contribué au financement, en tout cas de l'accompagnement financier du plan Maroc Vert, avec 71,5 milliards. Nous sommes la première banque, et loin derrière les confrères. Nous continuons à accompagner tous les axes et les besoins dans le cadre de la nouvelle stratégie Génération Green. Et nous avons mis en place plusieurs produits liés à la résilience de l'agriculture, notamment l'offre Stidama, avec l'économie d'énergie, l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables, tout ce qui est transformation des coproduits et l'agriculture biologique. Voilà. Ça, c'est notre positionnement. Maintenant, par rapport à ce débat sur la rareté de l'eau, etc. Il y a des régions au Maroc, il y a des vocations régionales, il y a des filières, il y a de la compétitivité. Nous avons une agriculture performante grâce au plan Maroc Vert. Et je dis que les réalisations sont indéniables parce que, imaginons, s'il n'y avait pas le plan Maroc Vert, la situation actuelle. Quelle serait la situation actuelle? A contribué quelque part à assécher la nappe. Non, pas du tout. Moi, je ne suis pas de cet avis en tant que spécialiste. Si je peux me dire, le plan Maroc Vert, les réalisations du plan Maroc Vert ont permis d'atténuer le choc de ce stress hydrique. Et des gens qui connaissent l'agriculture. Oui. Des gens qui connaissent l'agriculture. L'agriculture aujourd'hui est plus résiliente qu'il y a 10 ans, qu'il y a 15 ans.
D'accord? Et même la partie céréalière est moins importante dans le PIB agricole et dans le PIB national qu'il y a 10 ans, 15 ans. Et ça, ce sont des chiffres que les scientifiques connaissent et que les experts suivent très bien. D'accord. Alors, une vérité intéressante, vous voyez bien que les médias servent à quelque chose. Non, non, mais c'est ça. Alors maintenant, est-ce que si on suit ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ils nous disent arrêtez l'avocat, arrêtez les fruits rouges. Si le climat change, s'il y a eu la réalisation rapide de ces unités de dessalement, et on veut reprendre ces activités, ben le marché serait perdu. Serait perdu. Ceux qui ont des contrats aujourd'hui, ben ils seront remplacés par d'autres pays. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes compétitifs. Non, mais justement, c'est ce que M. Benali a dit combien on a d'hectares d'avocats, combien on a de framboises, combien on avait de pastèques. Si epsilon par rapport à la superficie agricole. Je ne dis pas qu'il faut gaspiller de l'eau, qu'il faut développer. Non, il faut se poser des questions, il faut peut-être circonscrire les superficies, limiter, etc. Mais il ne faut pas détruire un marché qui a été construit dans le temps. D'accord? Il faut continuer à financer les plus performants, ceux qui exportent, etc., les primeurs, les tomates, et trouver des solutions pour la céréaliculture, pour ces périmètres qui souffrent aujourd'hui, pour cette petite agriculture dont il faut doper la productivité, etc. Il ne faut pas dire où. On fait ça et ça. C'est ça qui me dérange quand on dit qu'il faut ne plus faire ça. Non, on doit faire dans une vision de 360 degrés, comme a dit Serrache. Donc c'est suivi quelque part, c'est-à-dire que l'autorité publique, les pouvoirs publics vont dissuader ou décourager des gens de faire telle culture à tel endroit parce qu'il n'y a pas d'eau. Ce n'est pas votre travail en tant que Crédit Agricole, c'est nous, on essaie d'intégrer, d'abord, s'il fait une culture dans une région où il n'y a pas d'eau, ça veut dire que ce n'est pas un projet rentable. On ne va pas le suivre. Ce n'est pas rentable pour lui. Il va se casser la gueule, si je me permets de m'exprimer comme ça. Il ne va pas nous rembourser, il ne va rien gagner. Et notre métier, ce n'est pas de perdre de l'argent ni avec lui, ni lui faire perdre de l'argent. Donc oui, on tient compte et on a des paramètres pour dire il y a la nappe phréatique est là, cette culture est adaptée, voici les conditions de mise en place de cette culture, etc. etc. D'accord. Si vous allez faire du palmier à l'arrache, je vous dirai, je ne vous finance pas. Mais si vous avez de l'argent, vous voulez le faire, allez-y. Très bien. Okay. Alors justement, quand vous parlez de ça, Rdan Harrach, on va arriver maintenant, vu ce qui s'est passé, ce qui va se passer, c'est-à-dire la campagne à venir. Nous sommes en septembre. On espère qu'il y aura de la pluviométrie suffisante. Donc, je suppose que vous avez aussi pensé au scénario de pluviométrie normale, même s'il faut rattraper un peu le passif. Mais dans le cas où, la qatarallah, ce cas Dieu ne plaise, il y a encore une sécheresse, qu'est-ce que vous avez prévu? Chaque année, lorsqu'on prépare la campagne agricole, on se place dans deux scénarios. On met les scénarios d'analyse en termes de projection sur les résultats de la campagne. Donc, il y a un scénario catastrophe chaque année. Ce n'est pas spécifique pour une année donnée. Mais surtout avec l'expérience que le Maroc a accumulée dans la gestion des sécheresses, il y a un scénario catastrophe et un scénario normal. Donc, s'il y a un scénario, bien sûr, de surplus, il est le bienvenu. Mais le scénario catastrophe est toujours placé entre nos yeux et on se prépare en conséquence. Donc, pour se préparer, premièrement, un scénario catastrophe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une sécheresse de début de cycle, vous avez des faibles apports en eau des barrages, et donc vous êtes dans la même situation que l'année précédente. Où on doit intervenir? On doit intervenir et poursuivre notre intervention que nous avons faite en 2022-2023 sur le secteur de l'élevage. Principalement, il faut aider les agriculteurs à dépasser la conjoncture parce que l'élevage est plus sensible à la sécheresse, au manque d'eau et disons à la sécheresse en général parce que les parcours sont dénudés, l'offre foragère est faible, etc., etc. Les prix des aliments augmentent. Donc là, on intervient à travers les programmes de sauvegarde du cheptel. L'année dernière, avec le programme qu'a bien voulu initier Sa Majesté le roi sur les 10 milliards de dirhams qui ont été donnés au secteur, avec des composantes claires. Premièrement, la sauvegarde du cheptel, c'est-à-dire soutenir les prix des aliments, notamment l'orge, qui est vendu à un prix subventionné de 2 dirhams, accessible aux agriculteurs. Donc il faut le rendre disponible et accessible en termes de prix. Donc ça, c'est la première. La question aussi d'aliments composés pour maintenir l'activité de production laitière chez les éleveurs laitiers. Il faut aussi mettre à la disposition des agriculteurs une semence à un prix abordable, notamment la semence céréalière.
poursuivre le soutien aux engrais parce que les engrais azotés étaient pour beaucoup dans les années où il a augmenté. Vous savez que l'ammonitrate, etc., avait atteint des prix astronomiques lors de la campagne 2022. Donc on poursuit notre programme. Pourtant, on est l'un des premiers producteurs au monde d'engrais. D'engrais azotés. D'engrais azotés, je dis. Zéro. Donc les phosphates, ils sont disponibles sur le marché avec chaque année 600 000, 500 000 tonnes avec les mêmes prix. Malgré les variations sur le marché mondial, on maintient les prix pour les agriculteurs. L'azote, on maintient le système de soutien qu'on a mis en place en 2023 pour que les prix soient très abordables aux agriculteurs. Les semences aussi, il y a une subvention qui est donnée par le gouvernement, par le ministère, pour que les semences soient aussi abordables et disponibles aussi aux agriculteurs. Donc il y a 2 points importants, la disponibilité et l'accessibilité pour les agriculteurs. Donc oui, on se prépare à un scénario catastrophe pour aider les agriculteurs, rester à leur côté et aussi assurer la disponibilité des produits alimentaires pour Vous le voulez marché. apporter une précision, Rachid Beni? Non, juste pour, comme vous l'avez, pour les engrais azotés, ils sont importés à 100%. Ils sont importés à 100%. Ah non, c'est pas, on ne produit pas, c'est quelques pays qui produisent de l'azote. Hein. C'est pas Très bien. Alors, Mustafa Chahar, bon, ça, voilà le ministère de l'Agriculture, ce qu'il pense, donc, ce qu'il prévoit pour cette année et pour vous, au niveau du CAM, la campagne 24-25. Est-ce que vous avez prévu des choses de particulier, bonnes nouvelles peut-être? On part sur un scénario optimiste et Inch'Allah, mikun ghayr khair. Oui, alors en concertation bien sûr avec le ministère de l'Agriculture, quand il y a un programme, un dispositif gouvernemental, on s'inscrit en tant que bras financier de l'État et on injecte des enveloppes supplémentaires, comme j'ai dit, sur 3 activités principales. L'élevage, pour que l'éleveur puisse acheter l'orge qui est mis à sa disposition à 2 dirhams, il lui faut du financement. Il faut qu'il puisse garder le maximum de son effectif et ne pas aller au souk avec une ruée de tout le monde et contribuer à la baisse des prix, etc. Il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, l'entretien des plantations. Ça, c'est un dispositif presque rodé qu'on a fait à chaque fois qu'il y a une conjoncture difficile. Il y a la participation à l'approvisionnement du marché national en blé, en orge, en blé tendre, en blé dur, en aliments de bétail et aliments composés. Donc on finance les importateurs pour qu'il y ait une offre suffisante pour faire la pression sur les prix. On a mis, comme j'ai dit aussi, on continue à commercialiser le produit Stidama, le produit osmose, le produit des filets anti-grêle, parce que, disons, le stress hydrique amène aussi, ou le changement climatique amène aussi des événements extrêmes. On a des orages, etc., etc. Il faut protéger l'existant. On intensifie les avances FDA sur les décisions de subvention en attendant, disons, les flux financiers du ministère des Finances. Bien sûr, on continue à traiter, je le dis, cas par cas, les dossiers des impayés des agriculteurs pour trouver une solution dans le but de les réintégrer dans le financement pour qu'ils puissent bénéficier, j'allais dire, des apports de la génération green de chaque année. Donc nous avons, juste pour rappeler, les enveloppes décaissées en 2021-2022, nous avons atteint 9,5 milliards de dirhams. 2022-2023, 12,22 milliards de dirhams. 2023-2024 qui s'achève le 31 août, 12,5 milliards. Et nous avons budgétisé pour l'année prochaine, pour une année normale, 12 milliards de dirhams, y compris bien sûr la reconduction des crédits de campagne pour chaque filière. Rachid Beni, parlons un peu olive. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez dans le céréale et dans la culture. Et l'olive. Et l'olive. Les olives. Voilà. Alors, j'ai pris des chiffres, donc plus la moitié, donc de la moitié de l'olive, c'est plus de la moitié de la surface arboricole. Le Maroc est le 2e exportateur mondial d'olive de table et 10e exportateur d'huile d'olive. C'est bien ça. C'est les chiffres que j'ai vus plus ou moins. Alors, il y a une filière oléicole, vous l'avez dit, qui est menacée. Est-ce qu'il y a des choses, puisque c'est quelque chose qui est important, qu'on retrouve un peu partout dans plusieurs régions, des gens qui ne vivent que de ça, l'importance au niveau des comptes de l'État, qu'est-ce qui a été fait pour renforcer la résilience et les performances? Alors, quand on a les oliviers, enfin, le bildi, hein, et puis les oliviers qui sont importés, les Espagnols, on parle d'un tas de choses. Est-ce que vous pouvez clarifier tout ça? Qu'est-ce qu'il y a moyen de faire et pourquoi on ne va pas plus loin? Parce qu'on est quand même, on a un avantage comparatif là-dedans.
On devrait l'avoir. On est parti sur une très bonne voie. On a démarré le plan Maroc vert à partir de 2008. On était sur une courbe exceptionnelle. On est passé de 680 000 hectares à 1 200 000 hectares. On est passé d'une production moyenne en 10 ans. C'est pas facile de planter. Je ne sais pas, vous allez me dire. On est très loin par rapport à d'autres pays. On est parti en flèche. On a très bien démarré. C'est-à-dire, on a fait énormément. On est très loin. Ça, c'est des chiffres qu'il faut comparer à d'autres pays. Donc, on est passé à une production de 600 000 tonnes à un certain moment à 2 millions de tonnes pendant des bonnes années. Et après, bon, ce qui s'est passé depuis ces 6 dernières années, c'est la chute totale. C'est tout à fait normal. Il n'y a pas d'agriculture sans eau. On ne peut pas le faire. Alors, pour l'olivier, il y a deux techniques. Il y a ou bien des productions en bourre, et c'est la majorité, et il y a de l'irrigué. Mais malheureusement, en bourre, ils ne peuvent plus résister. On pensait que l'olivier est un arbre qui peut résister, qui peut tenir à des sécheresses qui peuvent durer, mais à partir de la 5e année, ils ont commencé, aujourd'hui on assiste à des dessèchements d'arbres, ils sont arrachés, on commence à voir l'arrachage dans la région de Qla, dans la région de Beni Mellal, Marrakech, Asfis, Souera, on commence à voir de l'arrachage, même d'autres pays, d'autres régions. Et bien sûr, au niveau de l'irrigué, c'est ça ce qui est très grave par contre, parce que là, on a eu des nouvelles exploitations, de nouvelles fermes qui sont très performantes. On a atteint maintenant des records de production, malheureusement, qui sont en train de chuter complètement. Et là, on ne voit que je pense qu'il faut revenir à la base. On ne peut pas faire de l'agriculture si on n'a pas d'eau. Revenir au discours royal du Tron, c'est un discours exceptionnel. Sur Sa Majesté, que Dieu assiste, a parlé pendant 8 minutes de l'eau et de l'agriculture. Il a bien insisté sur l'agriculture, en parlant que l'agriculture on doit donner la dotation de l'agriculture. Si on n'a pas de dotation, parce que aujourd'hui, bon, on peut essayer de passer, comme on a dit, on peut passer d'une année à l'autre, on essaie de gagner du temps, parce qu'on va avoir des stations de dessalement dans 3 ans, par exemple, on peut avoir un peu gagné du temps. Mais un arbre, un olivier, par exemple, un palmier, ça demande 8 ans pour qu'il rentre en production. Pour un olivier, j'ai entendu dire, mais encore une fois sous votre contrôle, j'ai entendu dire que les oliviers, c'est une certaine variété d'oliviers qui a besoin de 2 ans, de 3 ans pour commencer à être... Ils ont besoin vraiment de beaucoup d'eau, ces variétés-là. Mais maintenant, on part du commun des mortels, c'est-à-dire la majorité, on part de 90% qui sont en technique en bourre, et c'est la majorité, c'est là où il y a l'agriculteur. Parce qu'on ne doit pas se focaliser. Malheureusement, tout ce qu'on dit, on se focalise sur des niches. On ne parle pas de l'agriculture. Moi, quand je suis là, je représente les 1 500 000 exploitations agricoles. Et sur les 1 500 000, on ne va pas parler des niches ils ont vraiment besoin d'eau. Et c'est ça ce qu'on est en train de voir. Moi, je ne représente pas 30 millions de Marocains, mais ils contestent tous les augmentations des prix. Par exemple, de l'huile d'olive, parce qu'on parle de ça. Mais il n'y a pas de production, c'est tout à fait normal. Il n'y a plus de production. Mais c'est ce qui me fait mal, de voir l'agriculteur souffrir d'un côté et de voir le consommateur. C'est la première chose par laquelle je commençais. C'est l'opinion publique aujourd'hui qui est en train de nous faire notre politique agricole. C'est très grave. C'est pas ce qu'on voit dans d'autres pays. Si on est en train de voir, désolé, ça se fait pas dans d'autres pays. L'Espagne est passée d'un prix d'huile d'olive qui est numéro 1 mondial, qui produit 50% d'huile d'olive mondiale. C'est l'Espagne. L'année dernière, elle a pratiquement triplé le prix. Et c'est passé parce que c'est tout à fait normal. Les gens sont conscients, ils savent ce qu'ils produisent. Vous ne donnez pas d'eau, comment vous voulez que je produise? C'est un arbre, il vit. Je pense que Sa Majesté le Roi, Allah était clair. Et on a besoin de l'eau pour l'irrigation. Si on n'a pas d'eau pour l'irrigation, maintenant même, il y a des départements qui ne répondent même pas à nos courriers. On ne sait même pas maintenant, on sait même pas qu'est-ce qu'on va faire pour l'année prochaine. Est-ce qu'on est obligé, on va faire de la betterave de sucre, on ne va pas le faire? Est-ce qu'on va démarrer des campagnes vous avez parlé avec M. le secrétaire général pour la prochaine campagne. Est-ce qu'on va semer de la pomme de terre ou non? Est-ce qu'on va semer de l'oignon ou non? Est-ce qu'on va faire de la betterave? La betterave, c'est le sucre. Le sucre, on est passé d'une production nationale où on couvrait 50% de notre consommation. L'année dernière, on a couvert 20%. L'année prochaine, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va produire? On n'a pas de visibilité. Le département de l'eau doit être clair avec nous, de dire il y aura une visibilité, on va produire, on va vous donner tel lâcher, telle période. Ça, on pense toujours avec les conditions les plus mauvaises. Si on a de l'eau, on a la mémoire courte, on oublie un petit peu ce qui se passe. Mais si on n'a pas d'eau, qu'est-ce qu'on va voir? C'est quoi l'objectif? C'est quoi qu'on soit clair, qu'ils nous disent une feuille de route, voilà ce qu'on va faire.
Idem pour l'olivier. L'olivier dont j'ai parlé, on doit attendre 7 ans, 8 ans, 6 ans, 7 ans, ce sont les oliviers qui sont en bourre. Et c'est ça la majorité de l'olivier. 90% sont en bourre. Et c'est ça l'agriculteur moyen. Quand j'entends le bourg, enfin, excusez-moi du terme, ça me dérange, ça me trouble un peu parce que bourg, c'est quoi? C'est là où il y a de la pluie. C'est bien Tout ça. simplement. Oui. Bon, il n'y a pas de pluie dans le pays. Donc, quand on parle des terrains bourgs et tout, ça dérange parce que c'est un peu inquiétant pour ce qui va suivre par Bien la sûr, suite. parce qu'il on attend de la pluie qui ne va pas venir. Et en bourg, parce que, moi personnellement, j'ai 350 hectares par exemple en bourg, mais c'est bourg, parce qu'il n'y a pas d'eau. À la base, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il n'y a pas d'eau. Mais avec les 300, 400, 500 mm qu'on a eu chaque année, on a eu de très bonnes productions. Mais maintenant qu'il n'y a pas d'eau, ben, il n'y a pas de production. Première année, pas de production. Deuxième année, pas de production. Troisième année, on commence à avoir l'arbre qui commence à mourir. Troisième année, quatrième année, maintenant, on est obligé d'arracher. Parce qu'il n'y a pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau. À la base, il n'y avait pas d'eau. C'est pour ça qu'on parlait de bourg. Maintenant, les zones irriguées, ce sont des zones irriguées, c'est connu. On a quoi? On a 1 600 000 hectares qui est irrigué. Je pense que c'est total au niveau des périmètres irrigués. Si je comprends bien, entre le dessalement, ça c'est une question qui est posée à vous trois, il nous reste 5 minutes, vous allez réagir là-dessus. Si je comprends bien, donc on n'a pas d'eau, il y a un problème, il n'y a pas beaucoup de pluie et les retenues d'eau ne sont pas suffisantes. Très bien. Or, il y a le dessalement, donc ça va vous régler le problème de Casablanca dont vous parliez. Dans 3 ans. C'est dans 3 ans, c'est dans 4 ans, d'accord. Il y a aussi les autoroutes de l'eau qui ramènent de l'eau du nord au sud, et ça, c'est aussi les instructions de Sa Majesté. Donc, si j'ai bien compris, dans 3 ans, dans 4 ans, il n'y aura plus de problème. Bien sûr, c'est ce qu'on espère, bien sûr. 3 ans, 4 ans. Écoutez, rapidement, 1 minute et demie, comme ça, chacun 1 minute et demie, d'accord, c'est Boustin. Vous aviez évoqué au début de l'émission la question de l'assèchement aussi des eaux souterraines. Il faut avoir une précision là. Le plan Maroc vert n'a pas asséché. Pourquoi? Je vais dire pourquoi. Parce que si vous prenez les apports en général que le Maroc a reçus, globalement, entre 2008 et 2020, c'est-à-dire la moyenne du volume d'eau reçu par chaque année était de 12 milliards. C'est-à-dire le pays a reçu 12 milliards de mètres cubes annuellement, chaque année. Depuis 2019, depuis la sécheresse 2019, 2020, 2021, les 6 années de sécheresse, on reçoit 5 milliards. Donc, tout le travail qui a été fait dans le cadre du plan Maroc, il y a un renouvellement aussi de la nappe parce qu'il y a des apports d'eau. Le problème, c'est le manque d'eau. Ce n'est pas la question de l'assèchement parce que beaucoup d'investissements ont été faits pour améliorer l'efficience de l'irrigation et nous avons évoqué cette année 800 000 hectares d'irrigation en goutte à goutte. Maintenant, pourquoi on a fait ce programme qui est orienté par Sa Majesté l'Instro sur le PNAIP? C'est justement pour rendre au Maroc une sécurité hydrique. Et cette sécurité hydrique, aussi bien pour l'eau potable que pour l'irrigation. Donc le programme, c'est un programme intégré qui regroupe les deux. Quel est le principe? Le principe, c'est d'alimenter les villes en eau potable à partir du dessalement et de laisser l'eau. Aujourd'hui, lorsque je vais sur prenons une réserve en eau des barrages. Rapidement, s'il vous plaît, rapidement. Non, c'est juste un point. Si j'ai 5 milliards de mètres cubes dans tous mes barrages, si je n'ai pas de station de dessalement, donc tout cette eau, il est réquisitionné pour l'eau potable parce que je consomme 1,5 milliard ou 1,7 milliard. Et donc je dois garder une réserve, ce qui est normal donc, stratégiquement. C'est bien ce que je disais, on va attendre 3-4 ans. Théoriquement, ça devrait pouvoir se régler. Mustafa Chahar, alors à tout seigneur, tout honneur, lui c'est le ministère de l'Agriculture, donc il a pris 2 minutes. Je vous laisse une chacun. Je lui conseille. Moi, je dis que face à l'ensemble des défis auxquels fait face l'agriculture marocaine, y compris le stress hydrique, y compris le changement climatique, etc., c'est de continuer la transformation de cette agriculture marocaine, d'accord, pour qu'elle devienne plus moderne, plus compétitive, plus résiliente, d'accord, et bien sûr plus rentable pour l'agriculteur et pour le foyer rural et les familles rurales. Et cette transformation, elle était au cœur du plan Maroc vert, elle est au cœur de la génération green. Ça, si quelqu'un propose une meilleure stratégie, d'accord. Alors, je dis que rapidement, nous, en tant que banque, nous sommes là pour implémenter des solutions, pour donner l'accompagnement financier, pour trouver des solutions à la modernisation, à la résilience du secteur agricole et agro-industriel. Et on a de l'expérience. On a géré le projet de Sebelgarden, le premier où il y a eu des problèmes. Je vais vous interrompre parce qu'on va donner le dernier mot au privé. Alors, le privé, vous avez entendu le secteur public, le gouvernement qui fait son travail, le financement qui est là.
Et en une minute, je Même pas, vous n'avez même plus une minute, ils vous ont tout pris. D'accord. Non, c'est très simple. Moi, il y a une chose que je veux juste prier. Tout simplement parce qu'on peut faire ce qu'on veut, il nous fait 3 ans à résister. Et l'agriculteur ne peut plus résister. Si on n'a pas de pluie, l'agriculteur ne peut plus résister. On va rester quand même sur un point, positif qui est celui, vous êtes juste Inch'Allah. Il faut saluer les efforts de nos agriculteurs, de nos éleveurs qui ont travaillé dans ces conditions difficiles, qui ont continué à fournir les marchés locaux, on a à manger à la maison. Et disons-le, on salue aussi. Et on leur doit respect, faites, reconnaissance et appui et soutien. C'est pas facile. Voilà, entre les autoroutes de l'eau, entre le que, dessalement, entre la gestion de tout ce secteur, entre la direction, enfin la gestion du privé, c'est pas facile. C'est Erdogan Arrache et Mustafa Chahar, c'est Rachid Benali. Merci d'avoir été avec nous. Encore une fois, merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.